Chapitre 27. Dans les effluves du thé. Le thé, boisson merveilleuse, vient de Chine. Il y a plus de 4000 ans, les Chinois consommaient déjà du thé. Sous la dynastie des Tang, des moines japonais ramenèrent de leur séjour de Chine des plantes de thé en même temps que le bouddhisme Shan. L'association des deux donna naissance à un art du thé, devenu plus tard célèbre dans le monde entier. Au XVIIe siècle, les Hollandais introduisirent le thé en Europe et toute l'Europe l'adopta, en particulier la Grande-Bretagne, où le thé de 5 heures devint à la mode. Avant le XIXe siècle, le thé consommé dans le monde entier était produit en Chine. Le mot anglais « tea » est une imitation phonétique du mot le désignant dans le dialecte chinois du Fujian. C'est ainsi que la Chine contribua à ce phénomène devenu désormais mondial. En Chine, pays d'origine du thé, boire du thé est pratique courante. Le thé y est la boisson la plus populaire depuis des millénaires. Sur son territoire immense, du nord au sud, tous les Chinois s'en abreuvent, mais ils ne le préparent pas tous de la même façon, sous l'influence des usages en cours dans chacune des différentes régions. Le thé a toujours eu un lien étroit avec les coutumes des populations locales. Dans les pays occidentaux, le café est un lieu public où tout peut arriver. La maison de thé en Chine joue un rôle similaire, car elle est un lieu de rencontre très important pour les Chinois. Lorsque le thé arriva en Europe, les Européens le découvrirent avec enthousiasme. Certains parlaient même d'une bénédiction de Dieu et se félicitaient d'être nés à cette époque, celle du thé. En Chine, la passion du thé est encore plus grande. D'après Liu Shenliang, grand spécialiste du thé sous les Tang, ce breuvage possède 10 vertus. Il offre la saveur, nourrit le corps, chasse les mauvaises odeurs, prévient des maladies, donne de l'énergie, évacue le chagrin, incite à la civilité, permet d'exprimer le respect, favorise la bonne humeur et aide à rétablir le Dao céleste. Les vertus du thé sont donc considérables. Ce qui n'est pas seulement le point de vue de Liu Xianliang, mais aussi celui de tous les Chinois. La soif de thé vient d'abord du corps, mais aussi de l'esprit. Lorsque nous avons la bouche sèche, la gorge en feu, une tasse de thé fait grand bien. La médecine chinoise traditionnelle prétend que le thé élimine beaucoup de maladies car son infusion contient des éléments bénéfiques au corps humain, ce qui a été confirmé par les recherches de la médecine moderne. L'engouement des Chinois pour le thé ne s'explique pas seulement par la seule préoccupation de la santé physique, mais davantage par le bien-être psychologique qu'il procure. Une tasse de thé peut être l'occasion de rendre hommage à quelqu'un, de purifier l'esprit et de profiter pleinement de la vie. La première qualité du thé pour les amateurs est sa pureté. Le thé aspire à ce qui est propre et limpide. Le meilleur thé se produit dans les endroits les moins pollués. Dans les hautes montagnes entourées de nuages et de brumes, l'air pur nourrit les feuilles baignées d'une lumière transparente. Cueillies, recouverte de rosée, elle nous apporte le souffle de la nature. Une tasse de ce thé, à la couleur claire et au parfum rafraîchissant, apaise l'esprit et le rend serein. Les amateurs cherchent dans le thé la détente. Le monde affairé, mouvementé, les conflits incessants et les occupations exténuantes nuisent à la santé physique et psychologique de l'homme. Une tasse de thé offre un moment de rupture et éloigne tout tracas. Le cœur retrouve son calme, plat comme un lac par une nuit tranquille sous le clair de lune. Dans une petite tasse de thé se déploie un espace immense. Les amateurs de thé attachent une grande importance à la politesse hospitalière. Offrir du thé à tout visiteur est donc une tradition. Qu'il ait ou non besoin de se désaltérer, lui apporter une tasse de thé fait partie de la politesse qui lui est due. L'inviter à rester partager un bon thé est un signe de bon accueil de la part du maître des lieux.
Les hommes de lettres aiment à se rendre visite à l'improviste, y compris durant la nuit, et à discuter autour d'un thé au lieu de boire de l'alcool. Dans certaines contrées, la coutume veut que l'on serve 3 tasses de thé à ses invités. Le thé d'accueil, le thé d'hospitalité et le thé de souhait de bonheur. Ces pratiques reflètent la tradition hospitalière des Chinois et leur attitude respectueuse envers leurs hôtes. L'art du thé. Boire du thé est un art très instructif. Le goût du thé peut être léger, mais il est riche de sens. Une dégustation de thé met en avant 4 éléments: l'eau, le thé, le service et la préparation. La place de l'eau en première position mérite explication. Un bon thé exige une bonne eau. Le critère de qualité, selon les anciens, est que le thé doit être frais et l'eau vive. L'eau vive désigne l'eau de la source. Lu Yu, l'ancêtre de l'art du thé chinois, a fait un classement. La meilleure eau est celle du ruisseau de montagne. Vient ensuite l'eau de la rivière, puis l'eau du puits. Le ruisseau, qui descend de la montagne, traversant les forêts sous les nuages et dans la brume, est la source idéale. L'eau claire de la rivière est bonne, mais un goût de terre entache sa pureté. L'eau du puits artificiel est stagnante et donc contient du sel. Elle n'est pas aussi intacte que celle d'une source de montagne. Aujourd'hui, toutes celles-ci, y compris l'eau du puits, sont difficiles d'accès et nous devons souvent nous contenter de l'eau du robinet ou de l'eau purifiée qui est commercialisée. Sur ce premier point, on ne peut que regretter la qualité première des eaux servant à l'infusion du thé. Autrefois, certaines personnes faisaient fondre de la neige pour obtenir de l'eau. Je cite: « Derrière la fenêtre d'hiver, on fait bouillir la neige recueillie pour le thé, tout en lisant à la lumière de la bougie. C'est un moment privilégié du lettré. » Malgré son image immaculée, la neige n'est pas à l'abri de la pollution. C'est pourquoi il convient de cueillir la nouvelle neige qui vient de tomber. La qualité de l'eau étant importante, les Chinois se nourrissent d'une passion pour les sources. De nombreux sites devinrent ainsi célèbres. On raconte que Lu Yu, après avoir parcouru le pays pour trouver la bonne source, en fit un classement. La fontaine Wishan, près de Wuxi, donnait la meilleure eau du monde, suivie en 2e position de la fontaine Baotu de Xinan et en 3e de la fontaine Wubao de Langtin, près de Hangzhou. Le second élément important est la qualité des feuilles de thé. La plantation de thé a une longue histoire en Chine. Les thés en feuilles se divisent en plusieurs catégories selon la façon de les préparer. Le thé vert, le thé rouge, le thé oolong, le thé noir et le thé aux fleurs. Le thé vert, catégorie principale, représente 70% de la production du thé. Ces grandes marques sont le Longjing, puis du Dragon, de Hangzhou, le Bilou-Shun de Jiangsu, le Maofeng de la Montagne Jaune, dans l'Anhui, et le Guopian de Liyuan. Le thé rouge, appelé en français thé noir, est un thé fermenté. Les labels les plus connus sont le Tiemen de l'Anhui et le Jiahong du Yunnan. Le thé Oolong, à la couleur foncée, est produit principalement en région de la montagne Huyi dans le Fujian et à Taïwan. Le thé noir est représenté par le pu'er de Yunnan. Durant sa fabrication, on procède à un arrosage des feuilles séchées avant la fermentation. Le thé aux fleurs, très populaire dans les régions du Nord, comprend plusieurs sous-catégories dont le thé au chrysanthème et le thé au jasmin. Le 3e élément du thé est le service. Les matériels utilisés sont choisis avec attention. Ils peuvent être en porcelaine, en céramique, en verre ou en bois. La Chine est le pays de la porcelaine et le développement de cette matière permet à chacun un large choix d'un goût raffiné. La porcelaine n'a cependant pas l'apanage des matériaux de base utilisés et la céramique lui est même parfois préférée, notamment s'il s'agit de la céramique rouge de Yixing, une ville au bord du lac Taihu qui jouit d'une grande réputation en la matière. Le dernier élément de l'art du thé est le feu ou la préparation de l'infusion.
Le feu qui fait bouillir l'eau doit suivre certaines règles, dont la première est qu'il doit être vivant. Un poème de Su Dongpo en constitue la référence. Je cite « L'eau vive doit être chauffée au feu vivant. Un feu est vivant lorsqu'il fait brûler du charbon, ce qui convient parfaitement à la deuxième règle à respecter. Le feu doit être lent. Le charbon chauffe progressivement, à l'allure d'un promeneur tranquille, sans flamme ni fumée, chose qu'il faut absolument éviter. Une bonne dégustation de thé se fait en observant 4 aspects du thé infusé: la couleur, l'arôme, le goût et la forme. La première observation est celle de la couleur. Les différents types de thé sont des couleurs différentes, d'où la distinction entre thé vert, thé rouge, thé oolong, thé blanc, feuilles couvertes de duvet blanc, thé noir. Chaque thé a son propre mode de préparation afin de préserver sa couleur. La fraîcheur étant la grande qualité du thé vert, la meilleure production est récoltée au printemps et les feuilles cueillies à la veille de Qingming, début avril, et de Guyu, mi-avril, sont particulièrement recherchées. Les feuilles récoltées durant ces périodes sont tendres et fraîches, d'une couleur verte teintée de jaune, et il convient de servir ce thé dans une tasse en verre transparent. Le oolong a une couleur plus foncée et donne une infusion plus épaisse. Préparé dans une théière, ce thé devient d'une couleur dorée lorsqu'il est dans la tasse. La deuxième observation est celle de l'arôme. Un bon thé a un parfum odorant. Les Chinois parlent de 3 réceptions lors d'une dégustation de thé. La réception du nez, qui permet de se réjouir de l'arôme de l'infusion avant de la goûter. La réception de la langue, en fermant la bouche après la première gorgée et en exhalant doucement son haleine embaumée. Et puis finalement, la réception du cœur, lorsque les effluves odorants embaument tout le palais et apportent en profondeur un bien-être inoubliable. La troisième observation est celle du goût. La saveur recherchée des connaisseurs de thé est l'amer. Le goût, légèrement amer et âpre, fait partie des caractéristiques d'un bon thé. Une dégustation posée et attentive permet d'apprécier pleinement le goût, qui devient suave au final. Cette expérience correspond à ce que dit un proverbe populaire. La douceur est au bout de l'amertume. La dernière observation est celle de la forme. Celle-ci est notamment importante quand il s'agit du thé vert. Les feuilles tendres de thé Longjing récoltées à la veille de Guyu sont imprégnées de brume et de nuages. Dans une tasse blanche en porcelaine, ces aiguillettes enroulées flottent verticalement avant de se dérouler lentement et de descendre au fond dans une danse gracieuse. Le thé Guapian de Liyuan a des feuilles bordées de dentelle et une couleur verte, grasse et luisante qui, infusée dans l'eau chaude, s'ouvre comme des fleurs de lotus. Une forme superbe qui fait l'admiration de tous. Un bon thé est le résultat de l'harmonie entre la couleur, l'arôme, le goût et la forme. Il se laisse apprécier dans la tranquillité et c'est pourquoi on dit en chinois savourer le thé et non pas boire du thé. Une bonne dégustation se fait sans précipitation. Le thé et les coutumes populaires. La longue tradition du thé en Chine fait qu'elle est étroitement liée à la vie de la population. Boire du thé garantit non seulement une bonne santé, mais permet aussi de développer sa perception poétique du monde. Wang Tanti, un écrivain contemporain, évoque le souvenir d'un poème trouvé jadis lorsqu'il était étudiant de l'Université unie du Sud-Ouest dans le Yunnan. Dans mon souvenir d'un lointain passé, j'allais avec mon père à la maison du thé. Sur la porte, j'ai poncé mon coquillage et au coin de la rue, j'ai joué avec du sable. Selon Wang Tansi lui-même, ces vers sont de la vraie poésie. Le souvenir de l'auteur, qui allait boire du thé avec son père quand il était petit, lui rappelle le temps béni de l'enfance qu'il dépeint avec une pointe de nostalgie. Autour du thé se sont formées beaucoup de coutumes populaires, comme par exemple certaines pratiques du mariage.
Le théier, l'arbre, est considéré comme le symbole de la fidélité et de la constance, car il ne peut pas être déplacé. C'est pourquoi, dans certaines régions, les nouveaux mariés en plantent comme signe d'engagement pour la vie. La cérémonie des fiançailles s'appelle aussi cérémonie du thé. Cette habitude persiste encore aujourd'hui dans le nord comme dans le sud du pays. Les chansons d'amour ont souvent pour thème l'histoire du thé. Selon le poète Lu Yu, qui vivait du temps des Song, les jeunes garçons qui allaient voir les jeunes filles leur chantaient ceci. « Mignonne petite fée, fleur sous feuille cachée, voulez-vous avec moi prendre un thé ?» Il comparait la beauté d'une jeune fille à une fleur dissimulée sous une feuille, et prendre le thé en tête-à-tête était une façon d'exprimer leurs sentiments amoureux. Riche de cette signification particulière, le moment du thé devient symbole de rencontres romantiques. Un recueil de nouvelles de l'époque Qing, Chronique de l'étrange, raconte les amours de Wang Yuan et de Yun Yang. Lorsqu'ils arrivent à la maison de Yun Yang, Wang découvre que devant la porte il y a un grand mimosa. La référence à cette situation devint une chanson populaire. Ma maison est au bord du fleuve Pantour. Viens donc prendre le thé chez moi. Mur de terre jaune et chaume au toit, devant la porte, il y aura un grand mimosa. Le mimosa est yuan qui signifie joie de l'union, tout comme la dégustation du thé en tête-à-tête, fait allusion à l'amour et à l'alliance. La chanson populaire introduite dans le récit renforce encore cet accent idyllique. La passion du thé s'explique aussi par son parfum unique et multiple, à travers lequel les Chinois perçoivent une indicible beauté poétique.